Alors, le pouvoir des gènes, bon, j'ai déjà montré cette diapositive je ne sais combien de fois. Il est certain que si on veut traiter un sujet humain en utilisant la thérapie génique, il faut prendre en compte ce paradoxe que j'ai souligné dans l'homme neuronal il y a déjà 30 ans, et qui est toujours un paradoxe d'ailleurs, que le nombre de gènes que nous avons dans notre génome est très petit, il est de 20 à 25 000, et que ce nombre ne change pas, ni même la séquence beaucoup, de la souris à l'homme, et donc il y a des aspects génétiques, essentiellement de gènes non codants, de gènes de régulation que nous ne connaissons pas, qui sont encore à découvrir et qui interviennent dans l'évolution du cerveau de l'homme, des vertébrés supérieurs à l'Homo sapiens. Dans ces conditions, vous voyez tout de suite que prendre un gène et le mettre dans le cerveau, peut-être que ça peut être orienté sur le plan scientifique vers une thérapeutique très ciblée, mais on n'est pas nécessairement maître de ce qu'on fait quand on intervient de cette manière-là. Alors, ça marche, par exemple, lorsque on essaie de traiter des maladies génétiques, de la rétine, par exemple. Là, c'est beaucoup plus localisé. On peut essayer, par exemple, de remplacer un enzyme qui est essentiel pour les récepteurs visuels de la rétine par le gène qui exprime une tyrosine kinase et qui va, en quelque sorte, apporter l'enzyme fonctionnelle avec un vecteur adénoviral, par exemple. Et vous voyez qu'ici, avant la thérapie génique, lorsqu'on stimulait l'œil, on ne voyait pas de réponse. Et là, vous voyez que les territoires occipitaux qui interviennent dans la vision s'allument. Donc le sujet, qui était aveugle, ici, a récupéré la vue. Donc la thérapie génique peut intervenir. Il y a d'autres méthodes qui sont utilisées pour le système immunitaire, par exemple, qui permettent donc de récupérer certaines fonctions lorsque on remplace ou injecte le gène. C'est le cas aussi de la maladie de Parkinson ou certaines thérapies géniques qui sont en cours, où on fait un traitement avec 3 enzymes qui interviennent dans la synthèse de la dopamine et qui permettent d'exprimer les molécules qui manquent à la suite de la dégénérescence des neurones dopaminergiques du niveau striato. On peut aussi utiliser des facteurs de croissance, des facteurs trophiques. Donc c'est une technologie, encore une fois, qui peut être extrêmement utile sur un certain nombre de maladies extrêmement bien ciblées. Mais je dois dire que lorsqu'il s'agit de faire une thérapie génique d'un sujet sain, d'un enfant en bonne santé, avec l'espoir que veulent les parents, il doit être le premier de la classe, il doit être un petit génie, ceci, et dire on va injecter le gène de l'intelligence dans son cerveau, ça me paraît être une illusion, mais une illusion dangereuse, parce que certains y croient, ils pensent que c'est possible. Ils ne définissent pas ce que c'est que l'intelligence, la multiplicité des fonctions du cerveau qui sont parfois indépendantes les unes des autres, mais qui conjointement constituent ce qu'on appelle le psychisme, ou les fonctions supérieures du cerveau. Et j'ai souvent souligné la difficulté qu'il y a à mettre en relation justement l'organisation du génome et l'organisation de notre phénotype cérébral, de la connectivité des fonctions de notre cerveau. Donc pour moi, il y a évidemment une difficulté considérable, et encore une fois, si cette connaissance sur le génome et sa relation avec le cerveau est une connaissance indispensable pour la compréhension de notre cerveau, nous allons à progresser d'une manière très rapide dans cette direction, en étant d'une extrême prudence.
dans ce que l'on peut faire et ce qu'on pourra faire. Donc là, je pense qu'il y a une précaution éthique qui me paraît absolument indispensable. Et on ne peut pas laisser à certains médecins, parfois, excusez-moi que c'est cette femme, la possibilité d'expérimenter sur l'homme et d'injecter ci, d'injecter ça, sans avoir réellement pesé le pour, le contre et surtout les conséquences. Et encore une fois, pour souvent les conséquences qui sont difficilement prévisibles. Donc je suis très modéré sur cet aspect. Alors il y a évidemment un autre aspect qui est celui de l'épigénèse, que j'ai longuement discuté, le fait qu'il y a une sorte d'explosion synaptique qui suit la naissance, avec variation, sélection, élimination de synapses, internalisation de la culture, les jeux cognitifs. Et c'est un fait qu'on peut retrouver dans notre cerveau d'adulte ce que j'appelle des circuits culturels. En fait, on a tendance à dire le cerveau de l'homme suit un plan extrêmement bien défini qui est celui de l'Homo sapiens. Oui, c'est vrai dans les grandes lignes. Mais dès qu'on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a énormément de variabilité et, entre autres, que l'environnement joue un rôle absolument considérable. Donc, je pense qu'il y a à ce niveau-là, à propos de l'augmentation des capacités du jeune et du nouveau-né, à la fois la nécessité absolue de prendre en compte l'handicap, et je pense qu'en soi, c'est une question extrêmement importante. J'ai un petit-fils qui est dyslexique. Et j'ai pu me rendre compte de difficultés que ça suscite chez lui, même encore à 18 ans. Il était extrêmement brillant, il prépare ses études de médecine. Mais cet handicap le met dans une situation où il prend plus de temps à lire que le sujet normal. Et c'est un handicap. Quand on a passé un examen dans des temps limités, etc. Et fort heureusement, il a été pris en charge, et il y a diverses techniques qui sont actuellement développées pour arriver à circonscrire cet handicap. Je ne dis pas qu'on arrive à abolir totalement les conséquences de la dyslexie qui est liée à une mutation génique, mais il faut trouver les conditions qui permettent de corriger. Et là, je dis l'augmentation, puisque c'est notre thème, est nécessaire. Nous devons trouver les moyens qui permettent aux enfants handicapés ou aux enfants qui se trouvent dans des mauvaises situations sociales en particulier, qui se trouvent dans des situations de pauvreté. Nous avons eu la discussion ici et j'ai trouvé extrêmement instructif personnellement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un thème majeur qui pour moi a toujours été central et qui est rarement discuté dans le Nord, si j'ose dire. Et je dois dire que pour moi, c'est un moment que je retiens de ma visite au Chili, d'avoir ce débat sur la pauvreté qui existe au Chili, mais qui existe aussi aux États-Unis, qui existe en France, bien entendu, et qui existe dans tous les pays où il y a ces massacres, ces guerres, qui nous horrifient. On se demande mais pourquoi tout ça? Et simplement parce que ces gens-là n'ont pas de quoi vivre. Ils vivent dans la pauvreté. Et la première solution serait évidemment de faire en sorte qu'ils puissent surmonter cette première difficulté avant d'envoyer des bombes, etc. etc. Donc, voilà, pour l'augmenter, oui, augmentons la qualité d'environnement dans lequel nos enfants sont pris en charge et essayer de faire en sorte qu'on arrive à une certaine forme d'universalisme en dépit des différences culturelles qui préserve ce que Kant appelait l'humanitas, l'humanité de l'être humain. En faisant attention évidemment à tous ces problèmes que nous avons discutés de consentement par le lavage de cerveau, parce que ça aussi c'est le côté négatif, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a une augmentation qui peut
être utile et nécessaire. Je pense aux dyslexiques, par exemple, je pense aux enfants de milieux défavorisés, dont toute la vie va être marquée au niveau, si je veux dire, synaptique, par ces conditions de vie précoces, de conflits, de violences, de difficultés à exister. Et évidemment, il y a cet aspect positif de l'augmentation, mais il y a aussi le lavage de cerveau et le remodelage idéologique. Et il y a aussi ce que Anders et Chomsky appellent la fabrication du consentement. Et je pense que c'est une chose auquel nous devons tous réfléchir, parce qu'une des grandes conditions éthiques de la relation entre le patient et le médecin, entre le scientifique expérimentateur sur l'âme et le sujet qui se prête à ces expériences, c'est évidemment le consentement éclairé. Et on a été mis en garde par l'idée qu'on puisse fabriquer des consentements. Et cela fait partie de nos responsabilités à venir. Donc je vais aller peut-être un peu plus vite maintenant et terminer dans quelques minutes par évidemment tout ce qui peut se faire de nos jours pour augmenter les performances des sujets. Alors si vous vous promenez sur le web, vous avez mis en vente des systèmes de simulation transcrânienne qui vous rendent plus intelligent, qui vous mettent plus à l'aise, qui suppriment les maux de tête, qui facilitent les calculs mathématiques, etc. Je ne sais pas si ça passe la barre de la qualité scientifique. Je pense que ces techniques de simulation qui, soi-disant, améliorent les qualités de notre fonctionnement cérébral. Par contre, il existe des techniques de stimulation profonde, entre autres découvertes par Aline Louis Benabid en France, au CHU de Grenoble, de simulation, alors là, très profonde, au niveau du thalamus et du noyau sous-thalamique, qui soulage considérablement les troubles moteurs de la maladie de Parkinson. Et ces technologies sont fonctionnelles. C'est un côté très positif d'une augmentation, en quelque sorte, chez le malade par ces techniques de stimulation intracrânienne. Et il y a clairement, dans ces conditions, une amélioration de la qualité de vie du patient. Donc il y a aussi toutes ces technologies qui sont susceptibles de manipuler les états mentaux d'autrui par la stimulation ou autre, mais aussi et surtout par la chimie. Et je terminerai par ça. C'est un problème extrêmement sérieux. Et en France, par exemple, une des drogues les plus vendues actuellement en pharmacie sont des tranquillisants. C'est triste à dire que les Français ont à se tranquilliser. Enfin, là, il y a une mouche qui m'attaque, mais je reste extrêmement tranquille. Et à cet égard, ce sont parmi les agents psychotropes les plus vendus dans le monde. Et nous avons tout cet arsenal de neurotransmetteurs dans notre cerveau, depuis l'acétylcholine, la norépinéphrine, la dopamine, la glycine, le GABA, etc. Et comme vous le savez, les récepteurs de ces neurotransmetteurs ont été identifiés. Maintenant, on les connaît presque tous, enfin une grande partie d'entre eux. Et on commence à comprendre les mécanismes de transduction du signal au niveau atomique qui interviennent dans notre cerveau. Alors pour faire un lien simple, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec les neurosciences, quand vous vous faites opérer et que vous subissez une anesthésie générale, qu'est-ce qui se passe? On vous donne un produit chimique et vous perdez conscience. Fort heureusement, d'une manière réversible. Mais vous perdez conscience. Donc il y a une relation entre la chimie de l'anesthésie générale, la chimie de notre cerveau et nos fonctions les plus supérieures, qui est celle de l'état conscient. Donc vous voyez qu'on arrive
à une chimie de notre subjectivité qui devient de plus en plus importante dans une certaine forme de pharmacologie. Et on a des produits qu'on appelle des modulateurs allostériques, sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, qui permettent justement de contrôler ces transitions allostériques et justement les benzodiazépines qui font partie de ces médicaments les plus vendus comme tranquillisants agissent sur les sites allostériques de ces récepteurs. Donc, si vous voulez, le progrès de la connaissance de base a permis de progresser dans la pharmacologie, la compréhension d'agents des drogues, mais en même temps, même si ça nous donne une idée extrêmement précise et très importante pour le développement de la pharmacologie du site des anesthésiques généraux, que ici vous voyez dans le domaine transmembranaire, et aussi d'un autre agent pharmacologique qui est fort utilisé, qui est l'éthanol, dans un domaine très voisin de celui des anesthésiques généraux chez le récepteur GABA. Donc nous avons évidemment une connaissance de plus en plus approfondie du contrôle de nos états émotionnels, de nos comportements, de nos états mentaux par la chimie de notre cerveau. Alors là, il y a évidemment une fois de plus le double usage, c'est-à-dire que ces médicaments, par exemple des stimulants cognitifs, vont être extrêmement importants pour le patient Alzheimer, patient vieillissant. C'est extrêmement important d'avoir des stimulants cognitifs chez ceux qui tendent à perdre la mémoire, etc. C'est important. Mais d'un autre côté, on va créer la dépendance, on va créer des troubles et avoir une vie complètement perturbée par la relation entre la drogue et au fond l'impulsivité et les désirs du sujet qui deviennent entièrement concentrés sur l'acquisition et l'usage d'une drogue. Effet gravissime, usage double, et usage double aussi avec les gaz de combat, par exemple, qui sont une des exploitations les plus courantes, hélas, des agents actifs sur le système nerveux central, puisque le sarin, le saumon, etc., sont des bloquants de l'acétylcholinestérase, qui est un enzyme qui se trouve dans la synapse cholinergique, où se situe ce récepteur nicotinique dont je vous ai parlé tout à l'heure et que nous avons eu le bonheur de découvrir plusieurs dizaines d'années. D'où cette relation entre l'augmentation et la qualité de vie et la mort de Marilyn, de Michael Jackson, avec un anesthésique général, propofol, qui lui avait été administré sans contrôle médical. Enfin, c'était un médecin qui lui avait injecté parce qu'il n'arrivait plus à dormir, et évidemment, on lui donnait un anesthésique général, propofol, pour dormir. Et on n'était pas dans un hôpital et il n'a pas pu être rattrapé. Donc, conclusion, nous sommes dans une situation où, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à fait au début, il y a des progrès qui sont indispensables à la qualité de vie de nos concitoyens, en particulier de tous ceux qui sont souffrants, qui ont des handicaps. Pour les enfants, comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent et comment faire en sorte qu'ils puissent être intégrés avec les autres dans l'école, et ça se fait si on prend en compte justement leurs déficits et comment circonscrire ces déficits. Et là, la science est là pour ça. C'est notre devoir d'arriver à progresser dans ce domaine. Et il peut donc être amélioré, mais aussi altéré. Et je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de Günther Anders. L'immoralité réside dans le manque d'imagination et l'absence d'intérêt pour le savoir scientifique et technologique.
élargis ta capacité de représentation afin de savoir ce que tu fais. Je vous remercie. Merci, professeur Changeux, pour cet exposé qui certainement va nous empêcher de dormir ce soir. La réflexion. Professeur Changeux va répondre à votre question. Attendez, c'est moi qui. Professeur, vous avez parlé de l'importance de l'imagination. Oui. Mais il y a un paradoxe, parce que l'éducation actuelle, par les, on va dire, en faveur de la productivité, les disciplines qui peuvent favoriser l'imagination, comme l'art, la musique, la littérature, la poésie, Pablo Neruda. oui, Mistral. Mais ils sont en train de pratiquement de disparaître de l'information. Et à l'université, par exemple, aujourd'hui, il y a très peu d'importance dans par exemple, dans les formations des scientifiques, ou même l'école, par exemple, aujourd'hui. Donc, il y a un paradoxe très difficile de... C'est pas un paradoxe, c'est simplement que c'est simplement que nos hommes politiques, je ne dis pas spécialement Chili, France ou n'importe où, nos hommes politiques, justement, ne satisfont pas la recommandation de Günther Anders. Ils n'ont pas, eux, assez d'imagination pour comprendre qu'il ne faut pas simplement avoir un enseignement spécialisé, mais avoir une formation beaucoup plus large et beaucoup plus complète. Et je pense que c'est à nous de le faire. Nous, en tant que citoyens, nous avons à demander à nos responsables politiques d'agir dans ce sens. C'est notre responsabilité. Et moi, ce que j'avais proposé à un moment, c'est qu'au concours de l'école polytechnique, en France, c'est le concours le plus élevé avec l'école normale supérieure, on demande soit d'écrire un poème au candidat, soit simplement de lire un poème pour savoir s'ils le comprennent vraiment et s'ils vivent les émotions qui se trouvent dans ce poème. Et je pense que ça fait partie, si vous voulez, d'un test qui répond à votre question. Et avoir des hommes de science qui sont des humanistes, je crois que c'est une condition indispensable maintenant. Plus ça va, plus on demande aux scientifiques d'avoir des responsabilités au niveau de la société, et moins ils sont formés à ça. Donc il faut les former, c'est tout. Et c'est ce que se passe aujourd'hui, si je puis dire. Andrea est là pour vous témoigner de cet effort ici ou chez nous. Si vous voulez, là, vous touchez à un sujet qui est celui de la corruption, de la falsification. Il existe en science, il existe dans l'industrie, il existe dans la banque. Vous avez eu de magnifiques exemples avec l'affaire Madoff, etc. Donc, ça fait aussi partie, ça a été dit par Katinka, des aspects, je dirais, qui caractérisent l'être humain. Il n'est pas simplement porté vers l'autre, il est aussi un individuel xénophobe, fort heureusement, d'une manière limitée. Fort heureusement, il y a d'autres forces qui compensent. Mais moi, si vous voulez, je suis très prudent vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, parce que je pense que c'est quand même elle qui fait nos médicaments, qui sont indispensables à notre traitement. Et ce qu'on se demande d'elle, c'est qu'elle nous propose des médicaments les plus efficaces au moindre coût. Bon, ça c'est vraiment la première des choses. Ça, n'importe quel régime politique peut faire en sorte que ça se passe de cette manière-là. C'est la responsabilité d'un gouvernement. Bon, donc, pour moi, c'est un problème très sérieux, mais qui peut être réglé. Maintenant, le fait que les sociétés pharmaceutiques soient des sociétés industrielles signifie que ces sociétés doivent faire des bénéfices.
Donc leur motivation quand même, c'est d'exister, c'est de faire de l'argent. Leur motivation, c'est pas simplement de soigner les êtres humains, ce qui fait partie de leur responsabilité, mais c'est aussi et surtout de les soigner en faisant des bénéfices. Donc on ne veut pas les empêcher de faire des bénéfices parce qu'ils doivent exister en tant que société privée, particulière, etc. Mais ce que moi je trouve dramatique, c'est qu'il y a certains domaines où la production de médicaments est extrêmement onéreuse, extrêmement difficile, et ils abandonnent. Ça, c'est beaucoup plus grave pour moi. Ça veut dire qu'il y a tout un domaine de recherche qui est urgentissime, qui est une priorité éthique, et où les sociétés pharmaceutiques se retirent. Merci de ce moment de partage. Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai été très surpris au début, au moment où vous faisiez une illustration, vous accréditiez l'idée de la nécessité pour le cerveau d'être modeste par rapport aux ordinateurs. D'autant plus surpris. Ah oui. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas la nécessité d'être modeste. L'idée pourrait même l'être. Nous avons à reconnaître la fragilité de l'être humain. Vous avez parlé du cerveau modeste par rapport à la capacité de calcul. Oui, si, exactement, ça c'est vrai. Alors sur ce point-là, justement, je me disais, c'est étrange de rester sur une donnée purement, enfin ça m'a surpris, de rester sur une donnée purement quantitative, oui. Nombre de, je ne sais pas forcément, alors que bon, l'ordinateur lui-même ne peut pas faire un café, faire ses lacets. Et de l'autre côté, l'équipe d'ingénieurs et de techniciens qui a conçu la machine pouvait parfaitement exposer son fonctionnement de manière intégrale et compréhensible, je sentais qu'on prenne le temps. En revanche, l'équipe de neurobiologistes peut-être du mal à se mettre d'accord, et surtout serait une grande humilité face à l'inconnu que représente en grande partie encore le cerveau. Donc il y a d'un côté l'inconnu abyssal du cerveau, stimulant puissant pour votre œuvre, et de l'autre côté, cette machine qui a d'ailleurs été faite par des cerveaux, l'un fait l'autre, ça va dans un sens. L'un peut expliquer l'autre, ça va dans un sens. Il me semble que si la modestie peut être d'un côté, c'est bien celui de l'ordinateur qui doit rester humble. Si vous voulez, effectivement, je vous remercie de reprendre ce terme qui, évidemment, n'est peut-être pas adéquat à la situation que nous vivons actuellement, mais qui est intéressant parce que là, vous soulevez un problème sur lequel, si vous voulez, la suite de mon exposé a montré que finalement la machine avait quand même pas mal de difficultés à entrer en compétition avec le cerveau de l'homme. Hein, ce que j'ai dit était plutôt, et justement sur le plan d'une certaine forme d'humilité, nous avons un cerveau qui n'a pas été conçu de la manière la plus intelligente possible. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a ces idées qu'on voit dans, comment dirais-je, dans la grande presse de intelligent design, comme quoi il y a un être supérieur qui a fait arriver l'esprit dans le cerveau de l'homme à un certain moment et qui lui a donné toutes ces capacités extraordinaires qu'il a, etc. Et ce qu'il faut que l'on prenne en considération, c'est que ces capacités extraordinaires, si on veut, du cerveau humain se sont développées au fil de l'évolution pas à pas, étape par étape. Et qu'il n'y a pas une logique parfaite dans l'organisation de notre cerveau. Il y a une organisation qui conduit à quelque chose et qui a été fait, François Jacob appelle ça du bricolage, si vous voulez, qui s'est fait progressivement, morceau par morceau. C'est pour cette raison que j'ai dit au départ qu'on avait une certaine forme d'humilité à avoir en ce qui concerne notre cerveau. C'est pas quelque chose d'absolument génial, de nouveau, de tout est extraordinaire, etc. Pas du tout. On est fait de pièces et de morceaux qui sont elles-mêmes héritées par exemple des bactéries. Est-ce que vous saviez que vous aviez dans votre cerveau des récepteurs qui sont des récepteurs qui ont exactement la même structure que les récepteurs bactériens? Non, je ne savais pas. Ben, ça nous rend quand même un peu humble, c'est tout. Voilà. Bon, alors maintenant, que notre cerveau soit performant, certes,
et que la machine ne soit pas encore performante comme notre cerveau, c'est ce que j'ai essayé d'écrire et de dire, avec l'espoir que beaucoup d'informaticiens ont de construire des cerveaux qui soient supérieurs dans leur performance au cerveau humain. Ouais, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce que justement c'est là où est le problème, c'est que si le cerveau était construit d'une manière intelligente, on arriverait à comprendre cette intelligence, à le disséquer, à résoudre le problème. Mais c'est pas ça. Le cerveau s'est développé pas à pas, étape par étape, mille années après mille années, millions d'années après millions d'années, et toutes ces circonstances historiques de son histoire évolutive se trouvent en quelque sorte enchâssées les unes dans les autres, et ce qui fait l'énorme difficulté pour comprendre son fonctionnement actuel. Donc je pense que vous avez tout à fait raison de pointer le fait qu'à la fois le mot humilité n'est pas adéquat, mais en même temps nous avons à reconnaître que ces extraordinaires performances qu'ils ont celles du cerveau humain, ben, on est encore loin de les comprendre, ce qui est d'ailleurs ce que vous pensez. Merci beaucoup, monsieur le professeur Changeux, pour partager vos réflexions et votre vision de la vie avec nous. Oui. Et J'essaye. vous avez utilisé plusieurs mots importants, à mon avis, dans vos réflexions. Il y a les mots justice, contrôle, éthique, conscience. Et donc, j'ai l'impression que vous croyez que la vie a un sens. Et donc, dans ma question, c'est est-ce qu'il est ce sens-là? Parce que... non, pour moi, c'est pas un problème du tout. La vie a un sens, c'est vous qui le décidez, ça. C'est vous qui le dites. C'est votre cerveau qui dit. Est-ce qu'elle a réellement un sens? Est-ce que l'existence de l'homme a un sens? Ou est-ce qu'il est là, par hasard et nécessité, comme dirait Jacques Monod? Le sens, c'est d'exister, c'est tout. Bon, moi, je ne vais pas chercher plus loin. Il n'y a pas... pourquoi vouloir dépasser simplement cette notion que l'évolution s'est produite et que nous sommes à un certain stade de l'évolution des êtres vivants sur Terre et que les circonstances ont fait qu'à un certain stade de l'évolution, il y a eu par exemple une divergence entre un ganglion et un tube. J'ai discuté ça peut paraître un paradoxe amusant, je ne sais plus dans quel livre d'ailleurs, mais c'est au cours du développement embryonnaire, les invertébrés, comme par exemple les poulpes, qui peuvent d'ailleurs devenir relativement intelligents, fonctionnent avec des ganglions compacts. Qu'on trouve sur la chaîne cérébroïde et la chaîne nerveuse ventrale. Ce sont des ganglions compacts. Or, un ganglion compact, on ne va pas faire une boule de neurones comme une orange. Ça devient extraordinairement difficile à manipuler, si vous voulez. Une boule pleine. Il va falloir arriver. C'est comme une espèce d'énorme cancer, si vous voulez. Ces conditions de fonctionnement et de vie sont extrêmement difficiles. Alors à côté de ça, certains autres êtres vivants, les vertébrés, ont inventé le tube. Au lieu que ça soit un ganglion compact, on fait un tube. Quel est l'avantage du tube? C'est qu'on peut l'allonger très facilement et qu'à l'extrémité, on peut le fermer et qu'il se gonfle comme un ballon, comme un Jeff Koons, si vous voulez. Il se gonfle. Et en se gonflant, il va se plisser, etc., devenir notre cerveau. C'est-à-dire que cette simple invention, cette transition entre le ganglion et le tube, a fait toute la différence. Et ça, si vous voulez, c'est pas programmé, ça n'a pas un sens.
c'est par hasard que ça s'est passé comme ça. Et les circonstances ont fait que matériellement ça a été possible, qu'il y a eu les gènes qui ont permis ça. Et ce qui est amusant, c'est quand on regarde l'analyse génétique des gènes qui interviennent dans le développement du système nerveux chez la drosophile et chez la souris, on trouve beaucoup de gènes en commun. Et il y en a un qui, top, va changer. Et va faire passer le développement ventral ganglionnaire en développement dorsal tubulaire. Et si on fait un tube, on fait un cerveau humain. C'est peut-être un peu caricatural, mais ça, au moins on peut permettre de le faire. Donc, est-ce qu'il y a un sens? Voilà. On va peut-être prendre une dernière question. Bon, On la continue. Mais alors, reprenons votre idée de l'homme augmenté. C'est pas mon idée, moi. Non, non, peut-être que vous l'avez dit, mais je pense alors qu'il faut penser à l'homme éthique augmenté, c'est-à-dire la construction des réseaux d'éthique. Bon, en ce moment, il y a par exemple des sociétés scientifiques qui peuvent aider un petit peu à cela, mais malheureusement, enfin, il y a énormément de difficultés qui sont liées aussi à la forme, comment l'économie a commencé à se développer. Et par exemple, vous avez mentionné Google. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une grande concentration de pouvoir qui se fait autour de l'information. Et qui a augmenté. Google veut devenir le maître du monde. Exactement. C'est sûr. Voilà, c'est une des grande ambitions. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut effectivement construire des réseaux parmi, disons, les scientifiques, les philosophes, les sociétés scientifiques. Oui, bien sûr. Non, mais si vous voulez, pour aller dans le sens, si vous voulez, je proposais dans le débat qui a précédé, j'en ai pas parlé ici, c'est d'abord de poursuivre la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour un peu déjà la revigorer parce qu'elle est en train de se perdre et d'y ajouter la dimension d'une déclaration des devoirs de l'humanité. Alors ça, c'est une chose à laquelle Rita Levi-Montalcini m'avait invité à participer il y a longtemps. Malheureusement, elle est morte et ce projet n'a pas abouti. Donc ça me paraît intéressant parce que cette idée que vous présentez, on en a un petit peu débattu les jours précédents et j'avais évoqué l'idée de la manière dont la Royal Society d'Angleterre s'est construite autant de Cromwell. Oui, c'est rassembler les hommes de bonne volonté autour d'un projet qui était de ramener la paix, de développer ce que j'appellerais la civilisation. On ne sait plus ce que c'est, hein, la civilisation. Il faut la redéfinir. Et donc, comme je le disais tout à fait au début, de faire un projet pour l'homme, hein, un projet pour l'humanité à venir et de savoir comment le gérer. Je pense que là, on est entre nous, on en parle, c'est sympathique. Je crains malheureusement qu'au-delà de cette pièce, ça se perde. Bon, nos enfants, nos petits-enfants. Je pense que parce que j'ai bien réfléchi à cette situation dans laquelle nous nous trouvons de l'hyper-développement technologique, etc., mais et de toutes les guerres que nous subissons en ce moment, toutes ces violences qui sont liées, de mon point de vue, très largement au développement économique. Et si vous regardez le développement économique et le développement technologique en ce moment, on aime ou on n'aime pas Piketty, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin, qui est un de nos Français qui est sur tous les médias. Bon, je pense qu'il a eu comme qualité, d'avoir pointé ce truc que tout le monde sait, mais qu'on n'a pas suffisamment réfléchi et pris en considération. C'est le fait que le développement technologique n'entraîne pas un progrès social attendu. C'est-à-dire que avec le développement technologique, c'est d'ailleurs un problème pour tous les économistes, hein, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Bon, j'ai discuté ça avec Aguillon, qui est aussi
un économiste du Collège de France, lui, il croit que le développement technologique, ça va amener l'abolition de la pauvreté. Moi, personnellement, écoutez, suivant Piketty, je n'y crois pas du tout, pas une seconde. Et je pense que on est confronté à une situation où tout notre fonctionnement économique à travers le monde, parce qu'il faut avoir une réflexion mondiale. Si on commence à réfléchir pays par pays, on est perdu. Je le vois maintenant avec l'Europe et l'immigration. On pense France, Allemagne, quotas, etc. Enfin, des choses qui sont terribles à dire, mais enfin, qui sont une réalité, si vous voulez la prendre en considération. Mais il y a quand même une dimension mondiale. Pourquoi ces émigrations? Pourquoi ces conflits? Pourquoi tout ça? Bon, au départ, pour moi, c'est une question du fait que les grands principes d'égalité ne sont pas respectés à travers le monde. Enfin, d'égalité des droits, d'égalité des ressources, etc. Et donc, la première réflexion à laquelle on arrive en tant que scientifique, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait, hein, c'est d'essayer de réfléchir à un nouveau système économique qui prenne en compte ces inégalités et qui puisse être autre chose que ce que nous avons connu, hein, avec tous les extrémismes socialistes, les extrémismes du capitalisme, trouver une solution, un modèle économique qui sera aussi un modèle humaniste, si vous voulez, tout va s'enchaîner, et qui sera aussi un modèle pour notre réflexion scientifique, l'application des technologies, à quoi elles vont servir, tout ça. Ça paraît une réflexion, quand on y pense comme ça entre nous, c'est très simple. C'est-à-dire, bon, il n'y a qu'à trouver un moyen de modifier les conditions de notre société, comment elle fonctionne, etc. Pour l'instant, moi, je dois dire que je suis terrifié par le fait que nos hommes politiques ne se posent pas la question ce soir. On demandait même à M. Obama ce qu'il en pense. Il a essayé lui-même peut-être d'aller dans ce sens-là, à un certain moment. Il faut le respecter. Mais il se trouve bloqué par les quantités. Et je pense que peut-être que les pays européens, la France, l'Allemagne, etc., vu ce qu'ils ont subi au cours des derniers siècles, vont participer à cette réflexion. Mais je pense qu'une réflexion nord-sud est indispensable. Alors maintenant, on peut demander à M. Piketty de nous offrir un modèle, mais il n'a toujours pas fait. C'est une constatation de la réalité que la croissance de la richesse des capitalistes est plus haute que la croissance de la richesse du pays, du produit du pays. C'est ça. Bon, bah écoutez, donc je crois qu'il faut être sur une note optimiste, que le débat est ouvert, il faut le poursuivre, et on n'a qu'à tous trouver ensemble des solutions. Bien. Je vais vous remercier le Centre de recherche avancée en éducation de l'Université universelle de Chile, sans qui le professeur Chanjou ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Donc Raphaël Correa, Cristina Lasso, Andrea Stachewski et d'autres. Et remercier le professeur Chanjou pour ce morceau de bonne vie qu'il nous a offert. Merci.